Bonjour ou rebonjour. Alors, on va avoir le plaisir d'écouter Jean-Baptiste Guillon, qui est agrégé de philosophie, docteur de l'Université de Nantes, a été un ancien assistant du professeur Tiercelin au Collège de France. Tu es actuellement collaborateur associé à la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance au Collège de France. Tes travaux portent principalement sur les questions en métaphysique, sur le libre arbitre, la modalité, ainsi que sur les questions de composition matérielle et de constitution matérielle. En épistémologie, et là on en vient, je crois qu'on va croiser ton sujet d'aujourd'hui, va croiser les deux domaines. Tu travailles essentiellement sur la question des arguments sceptiques, ainsi que sur la tradition antisceptique du common sense. Et tu as publié de nombreux articles dans Physical Studies, Synthèse et autres. Voilà. Je te laisse la parole. Merci Philippe. Alors, je suis très heureux de pouvoir prendre la parole dans ce colloque. Donc, la question qui va nous occuper aujourd'hui pour ce topo, c'est la question de savoir si la métaphysique doit prendre en compte ou pas les intuitions de sens commun ou les intuitions communes. Dans quelle mesure faut-il les prendre en compte? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à les considérer comme des principes de la métaphysique? Est-ce que les principes du sens commun dont parle Thomas Reid, ce grand philosophe du sens commun, doivent être considérés comme des principes fondamentaux de la métaphysique, éventuellement des principes non révisables de la métaphysique? Alors évidemment, dans l'histoire de la métaphysique, il n'a pas manqué de métaphysiciens, aussi bien classiques que contemporains, pour aller à l'encontre du sens commun, de proposer des révisions très fortes du sens commun. Moi, je voudrais me situer dans une défense modérée, en tout cas, de l'usage du sens commun en métaphysique. Et mon point de départ, ce sera l'opposition célèbre, l'alternative célèbre proposée par Strawson entre métaphysique descriptive et métaphysique révisionniste. Donc voici ce que dit Strawson dans l'introduction de Individuals. La métaphysique descriptive se contente de décrire la structure effective de notre pensée au sujet du monde, donc censément quelque chose comme le sens commun, tandis que la métaphysique révisionniste vise à produire une meilleure structure. Cette alternative entre métaphysique descriptive et métaphysique révisionniste me semble très malheureuse si elle veut dire la chose suivante, que la métaphysique descriptive consisterait simplement à décrire le schème conceptuel du sens commun pour lui-même, sans se poser la question de la vérité métaphysique. Parce que là, on est dans un projet philosophique qui se détache totalement de la question de la vérité. Et si la seule alternative, c'est la métaphysique révisionniste dans le sens suivant, alors je pense qu'on a vraiment une alternative très malheureuse. La métaphysique révisionniste pourrait être comprise comme le fait de chercher la meilleure théorie métaphysique sans se soucier le moins du monde de son conflit éventuel avec le sens commun. Et donc des philosophes contemporains qui ont été fortement à l'encontre du sens commun. On peut penser au réalisme modal de David Lewis, qui pense à l'existence de mondes possibles dans lesquels existent les licornes, toutes sortes de dieux, etc. Peter Van Inwagen, qui lui n'hésite pas à nier l'existence des tables et des chaises pour des raisons qui ont trait à la composition des objets matériels, etc. Donc, si l'alternative était simplement entre le fait de décrire un schème conceptuel sans avoir aucun intérêt pour la vérité métaphysique, ou d'autre part avoir un intérêt pour la vérité métaphysique, mais sans se soucier aucunement de ce que dit le sens commun, il me semble que le présupposé commun de ces deux positions serait le fait que la question de notre schème conceptuel de sens commun et, d'autre part, la question de la vérité métaphysique sont des questions absolument indépendantes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et donc qu'une bonne méthodologie devrait choisir entre l'une et l'autre. Soit on choisit de faire de la description du sens commun, soit on choisit de chercher la vérité métaphysique, mais on ne peut pas faire les deux ne se croisent pas. Ce présupposé commun me semble désastreux lorsqu'on veut faire une enquête métaphysique. Ce que je proposerais donc, c'est au contraire une métaphysique du sens commun, dans le sens suivant, c'est-à-dire une métaphysique qui reconnaît que le sens commun a une valeur épistémique dans l'enquête métaphysique, et que donc une bonne méthodologie pour rechercher la vérité en métaphysique doit prendre en compte de manière sérieuse
le sens commun, les données du sens commun. Donc la métaphysique que je proposerai est une métaphysique qui inclut deux étapes. Une étape purement descriptive, comme chez Strawson, que dit le sens commun, quel est notre schème conceptuel de sens commun, mais qui ne se suffira pas à elle-même. Il faudra nécessairement passer à la deuxième étape, qui a, elle, un objectif normatif, et si besoin révisionniste, c'est-à-dire quelle est la métaphysique qui a le plus de chances d'être vraie, étant donné le point de départ qui est celui du sens commun. On retrouve ce genre de métaphysique du sens commun, en tout cas de ces deux éléments, la combinaison de ces deux éléments. Alors, oui, pardon, juste la méthodologie qui est ainsi décrite n'est ni un pur descriptivisme, ni un révisionnisme débridé, dans lequel le sens commun n'a aucun impact. C'est ce que j'appellerais donc un révisionnisme prudent. Donc, je vais essayer de développer quelle est la nature et la méthodologie de ce révisionnisme prudent. On retrouve, sans surprise, ce genre de méthodologie au début du Ciment des choses de Claudine Tiercelin, qui dit la chose suivante. Donc, la métaphysique ne peut se limiter à la seule analyse des concepts qui sont les nôtres. Donc, on ne peut pas faire de la pure description. Elle doit aussi, et peut-être surtout, réviser et raffiner ces concepts lorsque cela s'impose, et ne pas tenir pour acquis que nos croyances naturelles ou concepts reflètent d'emblée la structure fondamentale de la réalité. Donc, ce n'est pas un pur descriptivisme. Ce n'est pas dire toutefois, et c'est là le deuxième élément qui est important, ce n'est pas dire toutefois qu'on ne doive pas tenir compte de la force de certaines intuitions communes. Donc, on doit tenir à la fois compte de ces intuitions du sens commun, ou de ces intuitions communes, et néanmoins en tenir compte dans un projet qui est tourné vers une métaphysique qui soit la meilleure en termes de vérité. Donc mon objectif dans cette présentation, c'est à la fois de défendre le révisionnisme prudent, mais aussi de voir en quel sens, comment et pourquoi le sens commun peut avoir une valeur épistémique. Je pense qu'il y a un certain nombre de métaphysiciens aujourd'hui qui seraient prêts à accorder une certaine valeur au sens commun. La difficulté, c'est de savoir dans quelle mesure, qu'est-ce qu'on veut dire quand on accorde une certaine valeur au sens commun et pour quelles raisons, pour quels arguments on peut accorder une valeur au sens commun en métaphysique. Alors, le plan que je suivrai est le suivant. Dans la première partie, je présenterai un argument qui consiste à dire qu'en fait, le révisionnisme que j'ai appelé débridé, qui ne se soucie pas du sens commun, en réalité perd l'objectif qui est la norme de vérité, la norme du vrai, et que la meilleure façon d'avoir une métaphysique qui soit normée par cette norme du vrai, c'est en réalité le révisionnisme prudent. Ensuite, je montrerai dans la deuxième partie pour quelles raisons et de quelle manière le sens commun doit être pris en compte. C'est ce que j'appellerais une métaphilosophie dynamique du sens commun. Alors, ce n'est pas uniquement une métaphilosophie, une méthodologie de la... c'est pas une métaphysique, c'est une méthodologie de la philosophie en général, mais ça s'applique aussi en particulier à la métaphysique. Et ensuite, je présenterai deux exemples de ce qui me semble être des usages imprudents du révisionnisme. Un premier exemple qui vient de la logique des conditionnels et un deuxième exemple qui est un débat entre moi et Baptiste Le Bihan au sujet de la métaphysique du temps, où j'essaierai d'expliquer la différence de nos méthodologies, pourquoi j'accorde une importance plus grande au sens commun. Alors, commençons d'abord par le premier argument, qui consiste à dire que le révisionnisme prudent est le véritable garant d'une métaphysique soumise à la norme du vrai. La première prémisse de l'argument, enfin pour faire un argument très simple, c'est que le descriptivisme, évidemment, n'a que faire de la vérité. Le descriptivisme pur cherche simplement à décrire notre schème conceptuel en tant qu'il est notre schème conceptuel, sans avoir aucune enquête à l'éthique, sans avoir aucune quête de la vérité. Ça, c'est évident. Ce qui est moins évident, c'est la deuxième prémisse, à savoir que le révisionnisme débridé, qui n'a que faire du sens commun, n'est pas guidé non plus par la norme du vrai. Et donc, si ni le descriptivisme pur, ni le révisionnisme débridé ne sont soumis à la norme du vrai, finalement, la seule manière de faire pour soumettre vraiment la métaphysique à la norme du vrai, c'est ce que j'ai appelé le révisionnisme prudent, qui accorde un rôle au sens commun. Alors, pourquoi est-ce que je dis que le révisionnisme débridé n'est pas guidé par la norme du vrai ?
Pourquoi est-ce que j'affirme cette prémisse 2 ? Eh bien, quand on voit des auteurs qui sont très fortement révisionnistes comme David Lewis, la réaction classique qui a été décrite par David Lewis lui-même, c'est celle de l'incredulous stare, le regard incrédule, qui veut dire, à mon sens, la chose suivante. Quand David Lewis prétend qu'il existe des mondes possibles matériels dans lesquels se trouvent des licornes et toutes sortes d'animaux mythologiques, la réaction saine, à mon sens, d'un certain nombre de ses interlocuteurs, c'est de dire « je ne peux pas croire que vous pensiez réellement que cette théorie est vraie. Peut-être que vous trouvez que c'est une bonne théorie pour toutes sortes de raisons, mais pas une théorie vraie. Je ne peux pas croire que vous considériez cette théorie comme vraie. » La réponse des révisionnistes à ce regard incrédule, c'est la réponse que fait David Lewis. Il faut accepter le réalisme modal parce que, là je fais une citation explicite de David Lewis, les bénéfices théoriques en valent bien la chandelle. C'est-à-dire que, d'après David Lewis, sa théorie a des grandes vertus théoriques, des vertus d'économie, d'unité, de simplicité, de pouvoir explicatif, etc. Tout un ensemble de vertus théoriques qui contrebalancent le fait qu'elle est presque impossible à croire comme vraie. Le problème, c'est que cette réponse par les vertus théoriques, à mon avis, montre une influence d'un modèle de philosophie des sciences dans la démarche de l'enquête métaphysique, c'est-à-dire que l'activité métaphysique est comprise comme une construction et une évaluation de théorie. Alors, j'ai aucun problème avec cet aspect-là de l'influence du modèle de philosophie des sciences, mais je pense qu'il y a aussi une influence de l'instrumentalisme en philosophie des sciences, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les sciences chercheraient des théories, non pas qui soient des théories vraies, mais des théories qui aient certaines vertus théoriques, enfin, dans les vertus théoriques n'ayant qu'un but purement instrumental et non pas à l'éthique. Donc, ça reviendrait à dire que, par exemple, les vertus d'économie ou de simplicité sont acceptées pour des objectifs simplement instrumentaux, et donc l'activité de recherche d'une meilleure théorie serait une activité qui est certes normée, ce n'est pas n'importe quelle théorie qui peut être acceptée, il y a des normes précises, mais ces normes ne sont pas la norme du vrai, ce sont simplement des normes instrumentales. Donc si on fait de la métaphysique avec cette influence d'une conception des vertus théoriques qui vient de l'instrumentalisme en philosophie des sciences, cela veut dire qu'on a abandonné la norme du vrai au profit de toutes autres sortes de normes peut-être très, très valables, mais qui ne sont pas la norme du vrai. À mon sens, c'est ça le risque d'un révisionnisme qui abandonne tout rôle, toute valeur épistémique au sens commun, c'est que donc des théoriciens qui pèsent des théories pour toutes sortes d'avantages risquent de cesser de se poser réellement la question s'ils peuvent vraiment considérer ces théories comme vraies. On peut douter que David Lewis se soit vraiment posé profondément la question de savoir si sa théorie était vraie, correspondant à la réalité. Alors, donc voici, je répète l'argument. Donc, le descriptivisme pur n'a que faire de la vérité. Le révisionnisme débridé n'est pas non plus guidé par la norme du vrai. Donc, finalement, une activité métaphysique qui se soucie réellement de la vérité ne peut pas faire l'impasse sur la question de savoir si, d'après le sens commun, nous pouvons réellement considérer telle théorie comme vraie. Alors, je vais considérer deux objections à ce que je viens de dire. L'idée que la manière de faire une métaphysique soumise à la norme du vrai suppose ce révisionnisme prudent. Première objection consiste à dire que David Lewis, quand on lit clairement ce qu'il dit à ce sujet, semble reconnaître en fait une certaine valeur au sens commun. Donc s'il y a des Lewisiens dans la salle, peut-être qu'ils ont été choqués par la présentation que je viens de faire, qui était partielle, présentant Lewis comme quelqu'un qui ne respecte pas le sens commun. Lewis dit explicitement qu'il a un certain respect pour le sens commun. Alors il dit la chose suivante: « Je reconnais que ma théorie s'oppose fortement à l'opinion du sens commun et je pense qu'il est parfaitement juste et approprié de considérer cela comme un coup sérieux. Dans la mesure où je respecte le sens commun, c'est un problème, et je respecte le sens commun dans certaines limites. » Donc, David Lewis serait-il un révisionniste prudent ? Est-ce que la seule chose qui nous différencierait, ce serait de savoir s'il est plus ou moins prudent, suffisamment prudent, etc. Alors,
en réalité, je pense que la raison, ce qui m'oppose à David Lewis, c'est la manière dont il accorde une certaine valeur au sens commun. Et je pense qu'il y a deux modèles qu'il faut opposer de respect du sens commun, ou je mets respect entre guillemets, puisque ça n'empêche pas de le réviser, mais d'accorder une importance au sens commun en métaphysique. Le modèle qui est celui de David Lewis dans les citations que je viens de donner, c'est ce que j'appellerais le modèle du poids dans la balance, ou le modèle des coûts et bénéfices. Et ce n'est pas du tout le modèle que je défendrais. Moi, je défendrais un autre modèle que j'appellerais le modèle chronologique ou dynamique. Alors, je parlerai plus loin du modèle chronologique ou dynamique. Voyons d'abord ce que je veux dire par le modèle du poids dans la balance ou des coûts et bénéfices. Ce modèle consiste à dire que quand une certaine proposition P est de sens commun, cela implique qu'on accorde un certain poids pour P, un certain coût à abandonner P. Mais ce poids dans la balance peut être compensé par un autre poids de l'autre côté de la balance, ou peut être compensé par d'autres coûts ou d'autres bénéfices. Alors, faisons un exemple. J'ai pris le symbole de la livre anglaise pour signifier ce que j'appellerais les Lewis, qui sont les valeurs quantitatives de poids théorique, de poids d'une théorie. Donc, imaginons par exemple que David Lewis accepte que la violation du sens commun qu'il y a dans sa théorie du réalisme modal lui coûte moins 10 Lewis. Mais par ailleurs, le caractère explicatif, le pouvoir explicatif de sa théorie du réalisme pour rendre compte de notre usage des modalités, de nos intuitions modales, a une valeur de 8 Lewis. Et par ailleurs, la simplicité et l'unité de sa théorie du réalisme modal lui donnent une valeur de 5 Lewis. Si on fait la somme, on se rend compte qu'au total, on en est à 13 moins 10, ça fait 3 Lewis, donc ça vaut le coup, j'achète la théorie. Voilà le genre de calcul des différents poids dans la balance ou des différents coûts et bénéfices que peut faire quelqu'un comme David Lewis lorsqu'il accorde un certain poids au sens commun, mais un poids compensable par autre chose. Notez que le but de cette idée de coût et bénéfice, c'est de rendre compte du fait que la valeur épistémique du sens commun n'est pas absolue et n'est pas irrévisable. Mais ce n'est pas la seule manière de rendre compte de cela. Le modèle dynamique que je proposerai est aussi un modèle dans lequel le sens commun, bien qu'il ait une valeur, reste révisable. Mais ce n'est pas une révisabilité en termes de coût plus ou moins important ou de poids dans la balance plus ou moins important. Donc ça, je le développerai plus tard. Je voulais juste vous annoncer qu'il y a d'autres manières d'être révisabiliste que ce modèle du coût limité du sens commun. Alors je pense que ce modèle des coûts et bénéfices ou du poids dans la balance est très insatisfaisant pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que je pense qu'il tend malgré tout à faire de la vérité une raison parmi d'autres de préférer une théorie. Donc une théorie pourrait être fausse, mais si elle a d'autres avantages théoriques, après tout, ne serait-ce pas une bonne raison de l'acheter ? La deuxième, c'est que je pense que ça ne défend pas de manière suffisamment solide nos intuitions du sens commun, et donc cette méthodologie reste sujette au regard incrédule. Le meilleur exemple étant évidemment David Lewis, pour ce cas-là. Si David Lewis est un philosophe du sens commun, alors qui ne l'est pas ? On peut se poser cette question-là. Et troisième problème de cette théorie, c'est que en fait, je pense que c'est même pas facile du tout de la défendre, de dire pourquoi est-ce que le fait que quelque chose soit une intuition de sens commun devrait avoir un certain poids dans la balance. Pour quelles raisons épistémologiques il faudrait accorder un certain poids dans la balance à nos intuitions de sens commun ? Personnellement, dans mes efforts pour trouver une épistémologie du sens commun, je n'ai pas de bon argument à fournir en faveur de donner un certain poids aux intuitions de sens commun. Deuxième objection. L'objection 2 consiste à dire que finalement, le véritable garant de la norme de vérité en métaphysique, ce n'est pas d'accorder un poids au sens commun, c'est de faire de la science notre seul guide en métaphysique. Donc en ce sens, être révisionniste, oui, mais avec la science pour seul guide, le sens commun n'ayant aucune importance. Donc ce serait une solution scientiste.
qui se présente en tout cas, et qui est clairement, je pense, soumise à la norme du vrai. Donc on peut penser ici à Ladyman et Ross dans leur livre sur la métaphysique naturalisée. Donc peut-être que finalement la bonne manière de soumettre la métaphysique à la norme du vrai, ce serait d'être scientiste à la manière de Ladyman et Ross. La réponse que je ferai à cette objection, c'est que la valeur écrasante du poids de la science dans cette méthodologie-là repose encore implicitement, à mon sens, sur le modèle du poids dans la balance ou des coûts et bénéfices. La réflexion, implicitement, il me semble que la motivation d'un tel modèle, c'est de dire peut-être que le sens commun donnait à une certaine époque une certaine valeur de 5 ou 10 louis par intuition. Mais aujourd'hui, on a des méthodes scientifiques qui nous permettent de donner une telle probabilité, une telle certitude à certaines connaissances qu'on en est à des valeurs de 100 ou 200 louis. Et par conséquent, par comparaison, il n'y a plus de sens à considérer encore les 5 ou 10 louis que peuvent donner les intuitions de sens commun. Autrement dit, le poids est tellement important, le poids de la science, le poids à l'éthique de la science est tellement important que le point du sens commun devient dérisoire à notre époque. À une époque où il n'y avait pas les intuitions, enfin les données scientifiques, peut-être qu'il était raisonnable d'utiliser les 5 ou 10 louis que nous donnent les intuitions de sens commun, mais aujourd'hui, c'est plus raisonnable d'utiliser cette monnaie-là parce qu'on a beaucoup trop de données scientifiques. Alors, je voulais comparer ce problème de relégation des intuitions du sens commun comme dépassées. Je voulais le comparer à un problème qu'on trouve chez Paul Hazard dans la crise de la conscience européenne, qui est le problème des chronologistes à la fin du XVIIe siècle, qui jusqu'au XVIIe siècle, beaucoup de chronologistes basaient leur chronologie sur des textes comme le Aburbe Condita de Tite-Live, qui raconte l'histoire mythique des fondations de Rome, ou sur la Bible pour la chronologie hébraïque, etc. Il y a eu cette révolution à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, qui est très intéressante d'un point de vue épistémologique, où on s'est rendu compte qu'on acquérait progressivement des données scientifiques plus précises sur la chronologie, qui fait que même si en soi les données qu'on avait auparavant n'ont pas perdu en crédibilité intrinsèque, le fait qu'on ait des données plus certaines qui s'accumulaient, ça faisait qu'il n'était plus raisonnable de s'appuyer sur les données de certitude médiocres que l'on trouvait chez Tite-Live, par exemple. Donc, voilà, à mon sens, la motivation fondamentale d'une méthodologie scientiste, c'est cette idée que ça reste ce modèle du poids dans la balance. Et or, dans le modèle dynamique que je vais proposer par opposition au modèle du poids dans la balance, on verra que la science ne supprime pas l'importance épistémique du sens commun, dans la mesure où la science est issue elle-même ou dérive elle-même du système de sens commun. Alors, voyons maintenant ce système de sens commun lui-même, enfin en tout cas la métaphilosophie dynamique que je propose. Je vous présente rapidement un premier aperçu de cette métaphilosophie avant de commenter les détails. Donc, on peut le représenter en 4 étapes. Premièrement, le sens commun désigne nos croyances ou notre système épistémique de départ. Donc, c'est une définition chronologique du sens commun. Le sens commun est ce d'où l'on part. Voilà, c'est important de voir que c'est une définition chronologique. Deuxièmement, ce point de départ épistémique n'a pas besoin de justification particulière puisqu'il est déjà en place. Et corrélativement, ce qui requiert une justification particulière, en revanche, ce sont les révisions de ce système initial. Et quatrièmement, ces révisions ne peuvent être bien justifiées que par un problème ou une tension à résoudre dans le système initial. Ce qui veut dire que finalement, les révisions qu'on va faire au sens commun sont issues d'une certaine manière du sens commun lui-même. Alors, on trouve ce genre de conception chronologique du sens commun chez Thomas Reid, même si ce n'est pas la conception qui est la plus importante chez Thomas Reid, mais on la trouve par exemple dans ce qu'il dit sur le libre arbitre, dans la manière dont il défend l'impression de liberté. Il dit « Cette conviction naturelle d'après laquelle nous agissons librement devrait rejeter toute la charge de la preuve contre cette thèse de la nécessité,
car de ce fait, le parti de la liberté a ce que les juristes appellent un ius quaesitum, ou un droit du premier occupant, qui devrait prévaloir jusqu'à ce qu'il soit renversé. Si l'on ne peut pas prouver que nous agissons toujours par nécessité, il n'est nul besoin d'arguments de l'autre côté pour nous convaincre que nous sommes des agents libres. Autrement dit, la croyance au libre arbitre est déjà en place lorsque nous commençons l'enquête, donc il n'y a pas besoin de motiver particulièrement cette croyance, elle est là. Si on doit motiver quelque chose, si une position doit être motivée, c'est celle qui révise cette croyance, à savoir la position de la nécessité. Donc, dans cet argument, dans ces étapes que je vous ai présentées, l'idée selon laquelle le sens commun désigne nos croyances ou notre système épistémique de départ, ça c'est purement une question définitionnelle, hein, c'est ça qu'on entendra par sens commun, et donc on voit que Thomas Reid, au moins dans un de ses textes, a utilisé cette notion-là de sens commun comme point de départ. Ce qui va poser problème, en revanche, c'est de comprendre pourquoi est-ce que le point de départ épistémique n'a pas besoin de justification particulière puisqu'il est déjà en place, et corrélativement que ce qui requiert une justification particulière, ce sont les révisions, donc c'est les points 2 et 3. Et pour défendre ces points 2 et 3, je m'appuie sur ce qu'on pourrait appeler l'épistémologie dynamique d'épistémologues comme Harman et Isaac Levi. Ce que j'appelle l'épistémologie dynamique, c'est la théorie épistémique de la révision des croyances ou de la révision des systèmes de croyances. Et voici ce que dit Gilbert Harman dans Change in View. Dans l'activité de raisonnement, vous partez de là où vous êtes, avec vos croyances, projets et buts présents, et avec vos méthodes et procédures présentes pour changer ces projets et ces méthodes. Il n'est pas raisonnable pour vous de faire aucun changement à votre point de départ, si ce n'est pour résoudre des tensions entre eux, et pour répondre à des questions auxquelles vous avez des raisons de répondre. Toute méthodologie raisonnable doit être conservatrice en ce sens. Dans un certain sens méthodologique, vos croyances, projets, buts et méthodes de départ ont une justification immédiate par défaut ou prima facie. Ils sont les fondations de votre raisonnement, fondations dans le sens de point de départ. Donc c'est uniquement en ce sens. Vous voyez bien comment ce raisonnement peut être appliqué au sens commun. Si on définit le sens commun comme étant justement le point de départ, notre système métaphysique de départ, alors il a cette justification immédiate par défaut et prima facie, et c'est simplement les révisions du sens commun qui vont devoir être motivées. En ce sens, le sens commun peut être appelé une fondation ou un principe, mais c'est un principe au sens chronologique, un principe au sens de point de départ, ce qui ne veut pas dire qu'il est irrévisable. Il reste révisable. Les deux principes fondamentaux de cette épistémologie dynamique sont, premièrement, ce que j'ai appelé le principe de justification, à savoir que toute révision, c'est-à-dire tout changement dans notre système initial, doit être justifié de manière appropriée, requiert une justification. Inversement, l'inertie ne requiert aucune justification particulière. Le fait de garder le système de départ ne requiert aucune justification particulière. Et le deuxième principe, c'est le principe de justification interne, à savoir que la justification d'une révision ne peut provenir que de la nécessité de résoudre une tension interne au système initial. C'est également un élément que l'on avait dans la citation de Gilbert Harman. Alors, je vais faire 4 remarques sur la méthodologie à laquelle on aboutit. Donc la première remarque, c'est ce que j'ai déjà dit, que le sens commun est principe, entre guillemets, mais seulement au sens d'une antériorité chronologique. Donc il reste entièrement révisable. Deuxième remarque, il reste entièrement révisable. Troisième remarque, mais les révisions qu'on va faire au sens commun doivent pouvoir dériver originellement du sens commun lui-même, c'est-à-dire d'une tension interne au sens commun et à ce qu'il fonde. Et c'est important d'avoir cette clause « et à ce qu'il fonde », parce que, évidemment, la science pourra amener à faire des révisions dans le schème de sens commun, mais, c'est le quatrième point, la science fait partie de ce que fonde le sens commun et peut donc créer une tension interne et motiver une révision justifiée. Donc c'est en ce sens que la science peut amener à contraindre une révision du sens commun. Alors, la dernière objection ou la dernière remarque que je voudrais faire sur cette méthodologie,
c'est que, de nouveau, des partisans de David Lewis pourraient me dire « Mais en fait, c'est ce que dit David Lewis. Vous n'êtes toujours pas en train de contester la théorie de David Lewis. » Parce qu'on trouve également, en effet, dans la réponse que David Lewis fait au regard incrédule, on trouve également une présentation dynamique ou chronologique du rôle du sens commun. Alors, David Lewis dit la chose suivante. « Une théorie qui en vaut la peine doit être crédible, et une théorie crédible doit être conservatrice. Elle ne peut pas gagner ni mériter la créance si elle est trop en désaccord avec ce que nous croyions auparavant, et une grande part de ce que nous croyions auparavant était simplement le sens commun. Le conservatisme théorique est la seule méthodologie raisonnable pour des théoriciens doués de facultés limitées, qui sont raisonnablement modestes à propos de ce qu'ils pourraient réaliser à partir d'un départ à zéro. Une partie de ce conservatisme est la résistance à accepter des théories qui vont à l'encontre du sens commun. » Donc vous voyez qu'on a en fait chez David Lewis apparemment tous les éléments qui permettraient de fonder le genre de méthodologie que je propose. Il me semble néanmoins qu'il faut distinguer clairement entre les deux méthodologies, celle des coûts et bénéfices dont on a vu qu'elle était présente aussi chez lui, et la méthodologie dynamique. Si on s'en tient uniquement à ce texte-là et qu'on le développe comme une véritable méthodologie du sens commun comme point de départ, et de métaphilosophie dynamique où les révisions doivent être bien motivées, il me semble qu'on ne devrait pas arriver à un révisionnisme aussi radical que celui auquel il est arrivé. Autrement dit, dans la raison pour laquelle David Lewis a violé le sens commun d'une manière trop radicale, à mon sens, ce n'est pas à cause de cet élément de dynamique qui était présent pourtant dans sa théorie, mais à cause de l'autre élément qui est l'idée de peser les coûts et bénéfices et d'éjecter le sens commun en vertu de bénéfices supérieurs. Alors, je vais vous montrer deux exemples de révisionnisme qui me semblent excessifs et imprudents. Le premier exemple vient de l'histoire de la théorie des conditionnels, de la logique des conditionnels. Donc, en logique des conditionnels, une première analyse des énoncés du langage naturel de la forme si alors, si P alors Q, c'est l'analyse en termes de conditionnel matériel, ce qu'on appelle la définition vériconditionnelle de si P alors Q. On l'appelle vériconditionnel parce que l'énoncé si P alors Q est vrai ou faux simplement en vertu de la valeur de vérité de P d'une part et de Q d'autre part. C'est-à-dire qu'on peut rendre compte de la vérité de si P alors Q simplement en donnant la table de vérité que vous voyez en bas de cette diapo. Donc cette analyse du conditionnel matériel, cette analyse vériconditionnelle de si P alors Q a été proposée notamment par Frege dans la Begriffsschrift, reprise par Russell puis par Wittgenstein dans le Tractatus, et reprise jusqu'à Grice, qui la défend encore en 1967. Bon, on en avait également des versions anciennes qu'on peut essayer de retrouver dans la logique stoïcienne ou chez Sextus Empiricus, mais ce ne sera pas le sujet pour aujourd'hui. L'important, c'est de voir qu'il y a eu cette théorie logique à partir de la fin du XIXe siècle, en tout cas, qui a eu une très grande influence pour comprendre ce que voulaient dire les énoncés de la forme si alors. Et en dépit, alors cette analyse du conditionnel matériel avait de grands avantages en termes de logique parce qu'on avait une théorie sémantique précise de ce que voulaient dire les énoncés de la forme si alors. Le problème, c'est qu'il y avait un certain nombre de contre-exemples apparents dans notre usage naturel des phrases en si alors. Premier contre-exemple évident, le problème de la fausseté de l'antécédent. Je dis si Paris est en Bretagne, alors 2 plus 2 égale 4. Cet énoncé conditionnel, d'après l'analyse du conditionnel matériel, est vrai, mais on a l'impression que ce si alors est absolument faux. Le fait que l'antécédent de ce conditionnel soit faux ne suffit pas à rendre vrai l'énoncé en si alors dans le langage courant. Autre résultat problématique, la vérité de l'antécédent, la vérité du conséquent, pardon, c'est une erreur de frappe. Lorsque le conséquent est faux, eh bien, dans un conditionnel matériel, le conditionnel est vrai. C'est-à-dire que si vous dites quelque chose comme « si la Lune est en fromage, alors Paris est en France », votre énoncé est vrai, du simple fait que le conséquent est vrai.
Mais il semble évident que dans la langue commune, un énoncé comme « si la Lune est en fromage, alors Paris est en France » n'est pas un vrai « si alors », n'est pas une phrase vraie. Dernier contre-exemple à cette analyse du conditionnel matériel, le renforcement de l'antécédent. D'après l'analyse du conditionnel matériel, quand vous avez un énoncé de la forme « si je craque cette allumette, elle s'allumera », vous devriez garder la vérité du conséquent, quels que soient les éléments que vous ajoutez dans l'antécédent. Donc par exemple, vous devriez avoir si je tiens cette allumette sous l'eau et que je la craque, alors elle s'allumera. Mais il est évident que le premier énoncé est vrai, si je craque cette allumette, elle s'allumera, et que le deuxième énoncé est faux. Si je tiens cette allumette sous l'eau et que je la craque, elle ne s'allumera pas, puisqu'elle est sous l'eau. Donc, le renforcement de l'antécédent ne marche pas dans le langage naturel, pourtant, il devrait marcher si le conditionnel matériel était la bonne analyse. Une réaction possible à ces erreurs de prédiction de l'analyse du conditionnel matériel, c'est de dire, c'est ce que Grice a appelé la position formaliste, qui dit la chose suivante: dans la mesure où les logiciens s'occupent de formuler des schémas d'inférence valides très généraux, les outils formels, donc le conditionnel matériel, possèdent un avantage décisif sur leur contrepartie naturelle. Car à partir des outils formels, il sera possible de construire un système de formules très général, et nous avons ainsi un moyen de traiter les inférences dont l'acceptabilité est en question. D'un point de vue philosophique, le fait que les contreparties naturelles possèdent dans leur signification certains éléments qu'elles n'ont pas en commun avec les outils formels correspondants doit être regardé comme une imperfection des langages naturels. Les éléments en question sont des excroissances indésirables, car la présence de ces éléments a pour conséquence que les concepts dans lesquels ils apparaissent ne peuvent pas être précisément définis. Donc, si le langage naturel ne valide pas la fausseté de l'antécédent, la vérité du conséquent ou le renforcement de l'antécédent, eh bien, c'est la faute du langage naturel qui est imprécis, flou, hasardeux, alors que le langage logique, lui, est précis, rigoureux, technique, etc. Le problème, c'est que l'évolution de la logique des conditionnels a clairement donné tort à cette position présentée par Grice, au sens où, avec la logique qu'ont proposé, la nouvelle interprétation du conditionnel qu'ont proposé Stalnaker et David Lewis, avec quelques variantes, il est possible de donner une analyse parfaitement rigoureuse, parfaitement logique, et de donner un système logique formel parfaitement tenable, qui rende compte qui prédisent ce qu'on a observé dans le langage naturel. Alors, en très bref, l'analyse de si P alors Q devient quelque chose comme dans le monde possible le plus proche de W0 dans lequel P est le K, Q est le K. Pour ceux qui ne connaissent pas, je n'entrerai pas dans les détails. L'important, c'est de comprendre que cette analyse est une analyse logiquement formelle et parfaitement rigoureuse, qu'elle permet de faire des prédictions qui correspondent à notre usage du langage naturel, ce qui montre qu'une sémantique plus sophistiquée que l'analyse du conditionnel matériel permet de rendre compte des inférences du sens commun, ce qui veut dire qu'en fait, le sens commun n'était pas hasardeux, flou, imprécis, non rigoureux, il était simplement plus complexe, plus rigoureux mais plus complexe, enfin aussi rigoureux mais plus complexe que la première analyse qu'on en avait donnée. Autrement dit, le conditionnel matériel n'était pas trop parfait pour le langage naturel, il était simplement trop simple. On avait mal compris, on avait trop simplifié la logique interne du sens commun dans son usage des conditionnels. Et donc, réviser notre logique du si alors sur la base des analyses du conditionnel matériel aurait été extrêmement imprudent, parce que ça aurait consisté à réviser le sens commun sur la base d'une mauvaise compréhension de la complexité et de sa logique interne, de sa cohérence interne. Pour pouvoir éventuellement réviser le sens commun sur la question des conditionnels, il aurait fallu partir d'une bonne théorie de la manière dont fonctionne le sens commun dans l'usage des conditionnels, une théorie comme celle que proposent Stalnaker et Lewis. Une fois qu'on a bien compris quelle est la cohérence et la complexité interne du sens commun, là, on peut se permettre de faire une révision. Mais quand on a simplement une description qui est simpliste du sens commun, on ne peut pas se permettre de faire une révision prudente, parce qu'on n'a pas conscience encore de la cohérence interne et de la complexité de ce qu'on prétend réviser. Alors j'espère que l'exemple était suffisamment clair
voilà, dans le cas de la logique des conditionnels, parce que je vais devoir être plus rapide sur l'exemple de la métaphysique du temps. Là, alors, il s'agit, ce que je voulais présenter très rapidement, c'était un débat qui a lieu entre Baptiste Le Bihan et moi-même sur la question de savoir si le sens commun le sens commun permet de défendre le présentisme en métaphysique du temps. Alors, je vous présente très rapidement l'argument qui est celui de Baptiste dans cet article paru chez Iguitour, que je vous recommande d'aller lire. C'est un excellent article sur le rapport entre sens commun et présentisme. Baptiste commence par 2 concessions pour l'argument, à titre argumentatif, ce qui consiste à concéder que peut-être le sens commun a un rôle épistémique, et peut-être que la proposition du présentisme est en elle-même ou prise isolément intuitive d'après le sens commun. Mais ce que prétend montrer Baptiste dans son article, c'est que même si on admet que le sens commun a une certaine valeur épistémique, et même si le présentisme isolément a un certain poids de sens commun, il se trouve que les versions aujourd'hui défendables du présentisme contiennent toutes au moins un autre élément qui est contre-intuitif, dans le sens d'être contraire au sens commun. Et donc le présentisme ne peut pas être défendu par une stratégie de sens commun. En tout cas, telle est la conclusion que tire Baptiste. Donc, l'important dans cette stratégie, c'est de voir que le point de départ de Baptiste, ce sont les versions aujourd'hui défendables du présentisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais faire une remarque sur les théories considérées par l'argument. Qu'est-ce que c'est que cette version aujourd'hui défendable du présentisme? Eh bien, c'est un certain nombre de théories T1, T2, Tn, qui sont la somme des thèses suivantes. Premièrement, le présentisme. Deuxièmement, on ajoute tous les consensus scientifiques ou philosophiques contemporains. Et puis, troisièmement, on ajoute un autre élément pour avoir une version particulière du présentisme contemporain. Autrement dit, Baptiste ne part pas d'une reconstruction du sens commun dans son ensemble, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la théorie du sens commun du temps, qui conjoindrait le présentisme et toutes les autres thèses de sens commun ayant à voir avec le temps. Or, il me semble que c'est sur cette méthodologie que j'ai un désaccord. Je pense que le fait de ne pas être parti d'une description complète de la cohérence interne de la théorie du sens commun du temps empêche Baptiste de proposer un révisionnisme satisfaisant, parce que... alors, comment présenter ça de manière accélérée? Ce que montre... Bon, alors j'essaie d'aller vite, simplement. L'argument consiste à dire que si on prend T1, T2, T3, qui sont 3 versions contemporaines du présentisme, elles amènent toutes à des conséquences non A ou non B ou non C qui sont contre-intuitives. Voilà ce que dit Baptiste. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand on ajoute au présentisme les consensus scientifiques et philosophiques contemporains, ça implique soit non A, soit non B, soit non C. Or, il se trouve que la conjonction A et B et C appartient au sens commun. Qu'est-ce qu'on pourrait déduire à partir de là? On pourrait déduire que la théorie du sens commun conjoint à la fois le présentisme, éventuellement, et A plus B plus C, puisque Baptiste nous dit que A et B et C appartiennent au sens commun. Si on accepte ça, ça veut dire que éventuellement, ce qu'a montré Baptiste, c'est que la théorie du sens commun est incompatible avec le consensus scientifique et philosophique. Ce qui est possible, enfin, je n'ai pas d'objection sur cette partie de l'argument. Et donc ça impliquerait que, à cause du consensus contemporain scientifique et philosophique, la théorie du temps du sens commun doit être révisée. Le problème, c'est que si on arrive à cette conclusion, ça ne nous dit pas quelle est la meilleure révision du sens commun. Ça ne nous dit pas si la meilleure révision du sens commun consiste à abandonner le présentisme, ce que propose Baptiste, ou bien à abandonner une de ces 3 thèses, A ou B ou C, qui sont les conséquences des théories T1, T2, T3. Autrement dit, faute d'avoir proposé une description complète de la cohérence interne du sens commun comme point de départ, on ne sait pas à quelle révision on est obligé ou contraint par les consensus scientifiques ou philosophiques contemporains. Donc je m'arrêterai là et je conclurai. La méthodologie du révisionnisme prudent que j'ai proposée contient 2 étapes, enfin, ou 3 étapes si on veut. Et la première étape est une étape de description du schème de sens commun dans sa complexité et sa cohérence interne. La deuxième étape consiste à déterminer les tensions internes
qui apparaissent lorsque le sens commun intègre les données empiriques, scientifiques, éventuellement des consensus philosophiques, s'il y en a. Et donc, ensuite, une fois qu'on a pris conscience des tensions internes, procéder aux révisions justifiées. Donc, on peut réviser, mais uniquement sur la base d'une bonne description et d'une bonne compréhension du schème de sens commun au départ. Et la remarque sur laquelle porte la totalité de ma présentation, c'est que l'étape 1, la description du schème du sens commun dans sa cohérence et dans sa complexité interne, est en fait une étape qui est beaucoup plus complexe et incertaine qu'on ne le croit d'habitude, comme le montre au moins l'exemple de la logique des conditionnels. Voilà, je vous remercie.